Il y a des histoires qui ne se racontent pas pour divertir, mais pour réveiller les consciences. Ce que vous allez entendre n'est pas seulement le combat d'une femme contre un système corrompu. C'est le cri d'alerte adressé à tous ceux qui se croient intouchables derrière leur robe de juge ou leur uniforme de policier. Voici l'histoire de Liora, une femme humiliée comme une bête devant des rires cruels, et de la manière dont elle a transformé cette souffrance en arme, jusqu'à faire trembler un empire construit sur le mensonge et la peur. Tout commença par un matin gris, sous une pluie lourde qui noircissait les pavés de la ville. Liora, serveuse et femme de ménage à temps partiel, franchit les grandes portes de pierre du tribunal. Son uniforme bleu était encore trempé de la veille. Ses mains serraient un vieux sac en cuir usé et un dossier cabossé rempli de papier. Son regard trahissait des nuits sans sommeil. Ce jour-là, elle devait affronter, dans la même salle où tout avait commencé, ceux qui l'avaient piétinée quelques semaines plus tôt. 6 semaines auparavant, elle nettoyait la maison d'un ancien commissaire de police. Sa femme, juge influente, siégeait au tribunal de la ville. Ce soir-là, leur neveu, un jeune héritier arrogant persuadé que le monde lui appartenait, s'était emporté contre elle pour un verre renversé. En quelques minutes, le pire se produisit. La juge et 2 officiers hors service arrivèrent, sourire cruel aux lèvres. Ils l'accusèrent de vol sans preuve. Et lorsque Liora tenta de se défendre, le neveu la défia, qu'elle prouve son innocence en rampant sur le sol comme un chien. Les rires fusèrent. L'un des policiers sortit une laisse du placard, la lui passa autour du cou et la traîna dehors sous la pluie battante, devant les voisins et les téléphones qui filmaient. Ce n'était plus une femme à ce moment-là. C'était une humiliation vivante. Quand elle alla porter plainte, on la ridiculisa. Les mêmes policiers rédigèrent un faux rapport, prétendant qu'elle avait attaqué le neveu. Quelques jours plus tard, elle fut convoquée devant le tribunal, face à la juge elle-même, froide et hautaine, qui la toisa depuis le banc. Le neveu riait dans son coin. Les officiers, eux, observaient avec ce mépris glacé qui dit « Nous contrôlons ta vie ». Mais Liora n'était plus la même. Derrière son silence, elle avait passé 6 semaines à chercher des témoins, à enquêter seule. Elle avait découvert des schémas de corruption, des abus couverts depuis des années, des preuves étouffées. Elle avait convaincu un ancien greffier de sortir du silence. Et ce matin pluvieux, elle franchit le tribunal non plus comme une victime, mais comme une femme qui tenait entre ses mains de quoi faire éclater la vérité. Quand elle entra dans la salle, tous les regards se tournèrent vers elle. Pas d'avocat à ses côtés. Elle avait choisi de se défendre seule, consciente qu'aucun homme de loi n'oserait affronter la juge. Le silence pesa, puis le procès commença. L'accusation broda son histoire. Liora, la domestique violente, voleuse, menteuse. Elle resta muette, observant calmement les filets de leurs mensonges se tendre comme une toile fragile. Quand son tour arriva, elle avança au centre de la salle, brandissant une photo. Une image volée cette nuit-là. Elle, à genoux dans la boue, une laisse au cou, les rires des policiers et le sourire de la juge en arrière-plan. Un frisson parcourut l'assemblée. Le marteau du juge claqua, ordonnant d'ignorer cette preuve fabriquée. Mais Liora sortit 2 autres clichés, pris sous d'autres angles avec date et heure. La salle explosa en murmures. Les visages des officiers se figèrent. La juge pâlit, le front perlé de sueur. Puis, Liora posa sur la table une clé USB. Dans cette mémoire se trouvaient des enregistrements de conversations téléphoniques entre la juge et l'ancien commissaire, discutant froidement de la manière dont ils allaient détruire la réputation de Liora. Les mots, glaçants, résonnèrent dans la salle. Le marteau s'abattit de nouveau, mais le bruit n'avait plus d'autorité. Les jurés avaient entendu, et ce n'était que le début. Car au fond de son dossier, Liora gardait encore les documents qui révéleraient bien plus qu'une humiliation. Un détournement de millions, des fonds publics volés pour enrichir une entreprise immobilière appartenant au neveu et à son oncle. Chaque page arrachait une pierre à l'édifice qu'il croyait indestructible. À cet instant, la salle de tribunal ne ressemblait plus à un lieu de justice figé, mais à une scène de théâtre où les rôles venaient d'être inversés. Liora, seule et sans avocat, tenait entre ses mains l'arme qui allait faire basculer tout un système. Et quand elle releva les yeux vers la juge, il n'y avait plus de peur dans son regard. Seulement une promesse silencieuse,
Aujourd'hui, c'est vous qui allez ramper. » Le silence pesait dans la salle quand Liora reposa la photo sur la table. Son cœur battait vite, mais son regard restait fixe. La juge tenta de reprendre le contrôle, mais sa voix n'avait plus la même autorité. Elle ordonna que l'image soit ignorée, qualifiant les preuves de fausse fabrication. Pourtant, les jurés n'avaient pas détourné les yeux. Ils fixaient Liora avec un mélange de curiosité et de respect naissant. Alors Liora ouvrit son dossier, sortant lentement les preuves une à une. Elle commença par appeler son premier témoin, une femme d'âge mûr nommée Estelle, ancienne domestique de la juge. Ses mains tremblaient lorsqu'elle s'installa à la barre. Sa voix hésitante finit par briser des années de silence. Elle raconta comment, des années auparavant, elle avait elle aussi été accusée à tort d'un vol. Elle avait été forcée de signer une confession inventée sous menace d'incarcération. Son récit glaça l'audience. Le passé de la juge commençait à refaire surface. Le second témoin fut un entrepreneur du bâtiment. Il déclara, document à l'appui, que les fonds utilisés pour construire un luxueux complexe immobilier appartenant au neveu provenaient d'un budget municipal initialement destiné à réhabiliter un quartier sinistré après une tempête. Ces révélations firent naître un bourdonnement dans le public. Des regards se tournaient vers la presse, déjà en train de noter frénétiquement chaque mot. Puis Liora lâcha son arme la plus redoutable, une lettre scellée signée du parquet fédéral. Le document confirmait l'ouverture d'une enquête secrète visant la juge, l'ancien commissaire et leur neveu pour corruption, abus de pouvoir et détournement massif de fonds publics. La juge pâlit davantage. Ses doigts crispés serraient le marteau comme si c'était sa dernière arme, mais ses mains tremblaient. La salle entière semblait retenir son souffle. Liora ne s'arrêta pas là. Elle fit jouer un enregistrement audio. Une voix masculine s'éleva, menaçante, reconnaissable entre toutes. L'un des officiers présents ce soir d'humiliation. On l'entendait dire à un greffier témoin de l'affaire « Fais ce qu'on te dit, ou tu disparaîtras ». Ces mots jetèrent un frisson dans toute l'assemblée. Les jurés se raidirent, le public ouvrit de grands yeux, et même les journalistes cessèrent d'écrire un instant, figés par la brutalité de cette menace. La juge s'énerva, martelant la table de son marteau pour faire taire l'enregistrement. Elle tenta de déclarer ses preuves irrécevables. Mais au même instant, les grandes portes du tribunal s'ouvrirent avec fracas. Un homme imposant, vêtu d'un uniforme bleu sombre, entre d'un pas ferme. Ses épaules carrées et son regard d'acier attirèrent immédiatement l'attention. Il se présenta devant toute l'Assemblée. Commandant Elias Navarro, représentant du corps juridique militaire fédéral. Sa voix résonna comme une sentence. Il annonça être mandaté pour procéder à l'arrestation immédiate de la juge pour obstruction de justice, conspiration et abus de pouvoir. La salle éclata en murmures, puis en cris étouffés. Les agents fédéraux qui l'accompagnaient se dirigèrent vers le banc de la juge. Elle tenta de se lever, mais ses jambes cédèrent. Le marteau tomba de sa main et roula bruyamment sur le sol. 2 agents l'encerclèrent et commencèrent à lui lire ses droits. Les officiers assis à la table de l'accusation blêmirent, figés sur leur siège. 2 autres agents fédéraux se dirigèrent vers eux, annonçant également leur arrestation pour falsification de preuves et intimidation de témoins. L'arrogance qui les avait fait rire de Liora quelques semaines plus tôt s'était envolée. Il ne restait que la panique et la honte. Liora, immobile, regardait la scène. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle ne pleura pas. Ce n'étaient pas des larmes de douleur, mais de libération. Pour la première fois depuis des semaines, elle respirait sans ce poids écrasant dans sa poitrine. Dans le tribunal, l'ordre ancien venait de s'effondrer. Et désormais, la justice n'avait plus le visage de la juge corrompue, mais celui d'une femme humiliée qui avait osé se relever. Le chaos s'était emparé du tribunal. Les murmures s'étaient transformés en clameurs, les journalistes tapaient frénétiquement sur leurs claviers et les caméras dissimulées des spectateurs captaient chaque seconde de ce basculement historique. La juge, qui régnait autrefois sur cette salle comme une souveraine intouchable, descendait désormais de son banc, encadrée par 2 agents fédéraux, le visage livide, les poignets serrés par des menottes. Les policiers, eux, tentaient encore de sauver la façade, protestant contre leur arrestation, jurant qu'ils n'avaient fait qu'obéir aux ordres.
mais leurs voix se perdaient dans un tumulte de huées et d'indignation. Le public ne voyait plus des uniformes respectés, mais des bourreaux démasqués. Liora restait debout, immobile, au centre de cette tempête. Elle n'avait plus besoin de parler. Ses preuves, ses témoins, ses enregistrements avaient tout dit. Elle avait brisé le cercle de peur qui les protégeait. Désormais, ce n'était plus elle qui était jugée, mais eux. À l'extérieur, les marches du tribunal étaient envahies par une foule en colère. Les chaînes d'information diffusaient en direct. Les noms du commissaire, du neveu et de la juge tournaient en boucle sur les écrans, associés à des mots lourds. Corruption, abus, humiliation. Leurs comptes bancaires furent gelés en quelques jours. Leur empire immobilier, bâti sur l'argent détourné, fut saisi par les autorités. Des voitures de luxe, des villas et des immeubles furent mis aux enchères. En moins d'une semaine, la fortune de plus de 300 millions disparut comme un château de sable balayé par la marée. Pourtant, la plus grande victoire ne fut pas matérielle, elle fut morale. Dans les rues, dans les écoles, dans les associations, le nom de Liora résonnait comme celui d'un symbole. Elle était devenue l'incarnation de la résistance contre l'injustice. Des femmes, autrefois réduites au silence par peur des représailles, commencèrent à témoigner publiquement de leurs propres humiliations subies aux mains de puissants. Ce qui avait commencé par une femme seule s'était transformé en un mouvement. On proposa à Liora de quitter la ville, de vivre sous protection, loin des regards. Elle refusa. Elle n'avait plus peur. Elle choisit de rester, de marcher chaque jour la tête haute, là où on l'avait traînée comme une bête. Devant le tribunal, face aux caméras, elle déclara simplement « Ils n'ont jamais possédé ma dignité. Ils n'avaient que le pouvoir que je leur laissais. Aujourd'hui, je le reprends. » Quelques mois plus tard, la même salle où elle avait été humiliée servit de décor à une nouvelle scène. Le procès de la juge et de ses complices. Cette fois, Liora n'était pas à la barre des accusés, mais assise parmi le public, spectatrice de leur chute. Les rôles avaient été inversés. Elle n'avait plus besoin de vengeance. La justice, enfin, faisait son œuvre. Un matin clair, en traversant la place devant le tribunal, Liora leva les yeux vers le bâtiment. Autrefois, chaque pierre lui rappelait sa honte. Désormais, ses murs portaient la mémoire de sa victoire. Elle respira profondément, puis tourna le dos à ce lieu, déterminée à écrire une vie nouvelle, une vie où plus jamais elle ne serait réduite au silence. Et quand une journaliste lui demanda ce qu'elle dirait à ceux qui souffraient encore dans l'ombre, elle répondit avec un calme désarmant. « N'oubliez jamais, ils ne peuvent prendre votre dignité que si vous la leur abandonnez. » Puis elle s'éloigna, son pas léger, son regard libre, comme si pour la première fois depuis longtemps, le monde entier lui appartenait.